Heureusement, le Made in Germany est du genre solide. Les planches de bois ont bien été changées, mais la structure de ce pont, elle, n'a pas bougé depuis un siècle. Une du Cameroun, hein, fait par le temps des Allemands. D'entretien de cette 523 IE39. La voiture a été suivie à peu près jusqu'à 92 000. Alors on voit, il coche des trucs. Alors vu le service, c'est la vidange. Inspection 1, inspection 2. On sait pas trop ce que c'est. Rodage 2000, tableau de maintenance. Contrôler l'installation d'éclairage du véhicule. Contrôler l'éclairage des instruments. Contrôler les avertisseurs sonores. C'est que des conneries. Ceinture de sécurité, contrôler l'état de la sangle. Franchement, tu peux mettre pour ça. Mais putain, c'est de l'escroquerie. Ça, on en a rien à foutre. Nous, ce qu'on veut, c'est le contrôle d'un professionnel. Voilà. Quelqu'un qui sait de quoi il parle. Alors ici, nous avons le carnet d'entretien, n'est-ce pas, du technicien hautement qualifié, qui a pris, la relève de la maintenance de ce véhicule. Alors, ça commence quand? Ça m'a un peu amusé. Voilà, la dernière trace que j'ai, c'est en 2009. Kilométrage, on ne sait pas. Thermostat. 08-10-2009, le thermostat a été changé. Le mec, il revient 5 jours plus tard. Ok, il fait changer le radiateur et le liquide. Intervention de refroidissement. Donc, apparemment, il y a eu un petit problème sur le refroidissement. Voilà, 13-10-2009. Et là, qu'est-ce qu'on a? Le 18-03-2010. Et pas longtemps derrière. Le mec, il y retourne. Ouais, quoi, courroie, bougie, pompe à eau, voilà, pompe à eau. Encore le refroidissement. Que se passe-t-il sur cette bagnole? Passage au bron, contrôle des compressions. On voit que ça a dû un petit peu chauffer. Voire facture 1080 €. La facture, je l'ai. Ouais, c'est vrai que bon. L'autre s'est pointé au garage, ils ont fait un peu le tour. Ensuite, on a quoi? Ouais, 2011, un petit peu plus tard. Apparemment, c'est calmé. Ils ont bien purgé le moteur. Capteur Abracam. Un classique. On voit 2013. Bon, voilà, un peu d'eau à couler sous les ponts. On plaquette avant plus disque. Ouais, ça, c'est les plaquettes Ferrodo dont j'avais parlé. Qu'est-ce qu'on a? 2013, 05-2013. Catalyseur plus sonde lambda. Plus sonde lambda. Donc, je présume que c'était les sondes lambda première monte. Alors, normalement, les sondes lambda, vous voyez, elles sont faites pour être remplacées à 170 000. Là, la caisse à 120 000. Bon, bref. Ça, c'était l'historique de l'ancien proprio. Voilà, là, on passe à, nous allons pouvoir lire le carnet d'entretien du professionnel. Voilà, qui a repris la maintenance. 09-12-2015. La première intervention. Bon, là, que des conneries, filtre, machin. Remplacement batterie, ouais, à 138 000 en 2016. Alors en fait, la batterie, faut savoir, une batterie de bagnole, ça fait à peu près 5 ans. À peu près 5 ans, là, je l'ai changé 2 fois. Là, je vais la changer une 3e fois, parce que là, elle en est pas loin non plus. 145 000, pompe à eau SKF, encore le refroidissement. Là, on est en combien? 2017. Tu sais, le refroidissement est neuf en permanence. C'est à chaque fois qu'il y a un truc, ouais, vas-y, change tout. Putain, non, c'est la purge. Calor Star. Bon, là, voilà, je me suis baisé une fois. Après, j'avais compris. Remplacement du liquide. C'est sûr, là, il a pas le temps d'oxyder le circuit. 146 000, 2017. Remplacement, voilà. Capteur de Villebrequin. Vidange, machin, on s'en fout. Ouais, niveau boîte de vitesse. Bon, ça, voilà, que les conneries. Voilà, nous notons l'assiduité du technicien, n'est-ce pas? 2017, ouais, changement du roulement arrière gauche SKF. Ouais, voilà, j'avais foutu du SKF. En 2017, j'avais tapé le premier roulement. Ouais, vis de réglage. Ouais, remplacement de bocal de direction assistée. Ça peut paraître un peu anecdotique.
Ouais, parce qu'en fait, j'en parlerai quand on sera en bas. Alors voilà, quand un véhicule est entretenu, bien sûr, on change beaucoup de pièces pour rien. Voilà, c'est la caractéristique d'un véhicule qui est entretenu correctement. Évidemment, chez Helix, hein, ouais, semi-synthèse, un filtre à huile, donc ça on s'en fout. Remplacement joint du porte-filtre, ouais, voilà, une de mes premières fuites. Remplacement résistance aux ventilation, bah ça c'était un peu avant la vidéo que j'avais fait avant la première. Roulement arrière droit, kit roulement SKF, hein. Voilà, j'ai foutu que du SKF pour l'arrière, bien sûr. Galette direction, là on s'en bat les couilles, salon de bloc, ouais, bon machin, ouais, ça c'est le train avant. À 2019, alors là on voit qu'il y a une bonne rafale. Ouais, non, là j'étais encore dans le perfectionnement, vous voyez. Ce qui est bien, c'est de noter les références des pièces qu'on met, hein, quand ce sont les bonnes. Comme ça, on a juste à regarder le carnet pour les retrouver. Il n'y a pas besoin de refaire des recherches, quoi. Et voilà. Alors là, 2020, voilà, c'est là que ça a commencé à se gâter. Attendez, c'est ici, non? Parce que là, je vois il y a une rafale, il y a 2 pages. Soupape de dégazage. Ouais, non, là, ça allait encore. J'étais encore dans l'entretien. J'ai fait du boulot. Ah oui, en remplacement courroie accessoire, galette tendeur plus tendeur. En fait, j'avais un bruit. Je suis allergique au bruit. Je sais plus, j'avais commencé. À la fin, j'ai tout changé. J'avais un putain de bruit de courroie. Je ne supporte pas les bruits. Autant la carrosserie, je m'en fous. Là, les 180 000, ils ont été difficiles. Putain, il y a tout qui s'est barré à 180 000. J'ai eu les 2 moteurs de lève-vitre côté conducteur. J'ai eu quoi? Ouais, les feux stop allumés en permanence. Un bruit de roulement. J'avais changé le roulement. Les 2 sons de lambda, ça passait plus au contrôle technique. J'étais au bout de ma vie. Et l'embrayage qui patinait. Et là, c'est soit j'amenais la bagnole à la casse, ou soit je courais vers la bagnole avec la clé de 13 entre les dents, quoi. Bah, c'est ce que j'ai fait. Et ça, j'ai passé un mois de juillet, tous les week-ends, j'ai passé les samedis dimanches sur la bagnole. Vidange boîte de vitesse, voilà. Et là, on arrive en 2024, on arrive à la fin de l'entretien. Remplacement capteur régime Villebrequin encore, hein. On va descendre en bas et on va parler de tout ça. Alors, description du véhicule, hein, j'ai eu cette caisse entièrement d'origine. Il n'y a rien de changé. Alors, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, certains verront, hein, j'ai rajouté quelques stickers. Alors, c'est pas par mauvais goût, en fait, c'est une ruse, hein, pour cacher les pets qu'il y aura sur la carrosserie. La carrosserie est un peu en état moyen, hein. Bon, on va pas faire le tour. Ensuite, ce que j'ai dû changer, ce sont les feux. Alors, une maladie reconnue sur cette bagnole, ce sont les plexiglas avant qui ont tendance à se ternir avec le temps. Ça refuse au contrôle technique. Donc certains achètent des produits, les polices, je sais pas quoi. Moi j'ai fait quoi? J'ai acheté un kit smoke sur eBay, hein, c'est-à-dire un kit de phare. Il y avait les 2 plexis avant, juste à démonter les phares et remplacer les plexiglas. Vous aurez les 2 répétiteurs avec et les feux arrière. Hein, voilà, leur smoke, je trouve ça va bien avec la voiture. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu? Les jantes. Hein. Alors les jantes, j'avais gardé les jantes de mon E36. J'avais des 17 pouces qui étaient magnifiques. Je les avais gardés, je voulais les refoutre dessus. Et là, au moment de les monter, putain, les trous tombent bien en face. Il manque 1 millimètre. Hein. T'étais là, tu mets des boulons. Eh non, arrête. Cela n'est pas compatible. Donc, obligé de revendre les jantes. Donc, du coup, je me suis retrouvé avec les jantes d'origine. Hein. Les jantes d'origine, voilà, qui étaient celles-là. Hein. Voilà, hein, 15 pouces, hein. Bon, c'est pas très sport. Après, la bagnole était très ferme d'origine. Donc, je les ai gardées. Mais qu'est-ce qui s'est passé, hein? Comme j'en avais parlé dans ma première vidéo. Voilà, j'ai cartonné avec, hein. Sur l'avant gauche, j'avais une jambe de plié. Je me suis dit, soit je reprends une en 15 pouces d'origine, soit je change. Bon, qu'est-ce que j'ai fait, hein? J'en ai racheté de 17 pouces en E39. 150 balles les 4. Et bon, hein, on pourra faire des débats sur le design de ces jantes. En plus, elles avaient des enjoliveurs au milieu à la base. Je les ai virées, c'est vraiment dégueulasse. Alors, petit problème, j'ai dû racheter les boulons de roue. Parce que les boulons d'origine étaient trop courts. Donc je change les jantes, j'ai pas senti trop de différence. Tu sais, je voulais bien la raffermir. Je lui colle 2 cognis orange devant. Cognis orange, ça correspond un peu à la montre d'origine. Je dis bon, on en parlera après quand je vais lui limer les pattes. Et je sens pas trop de diff. Et là, pour la fin, je vais m'emmerder. J'ai remis 2 amortisseurs 35 balles pour l'arrière. Et alors là, mais la révolution. Ils sont tellement durs, ça a tout changé. Là maintenant, la bagnole, c'est un karting, elle est posée par terre. Bon, après moi, je suis que de l'urbain. Hein. Ah, c'est de la piste, hein, c'est du plat. C'est vrai que sur des routes un petit peu accidentées, ça pourrait être un petit peu tape-cul. Et pour finir, mesdames et messieurs, pour bien la coller au sol, eh bien, je lui ai rajouté un aileron. Pour l'aérodynamisme, n'est-ce pas?
1,50 € sur AliExpress. Voilà. Là, elle est bien collée par terre. La lésion au sol est assurée. Alors, le train avant, on va se mettre bien. Donc, déjà, comment est-il composé? Bien, de deux bras principaux. Hein, celui-là, là. Et celui-là. Tac. Ok, raccordé aux portes fusées. Ensuite, nous avons la biellette de direction. Et nous avons la barre stabilisatrice ici, hein, qui est reliée avec la biellette de barre stab. Donc, là, on est côté gauche. Côté gauche, je l'ai changé 2 fois. C'est-à-dire les deux bras principaux, hein. La biellette, la barre stab, j'ai changé une fois la biellette. La barre stab, ça bouge pas trop. Et même j'ai fait les silent blocks. Franchement, les silent blocks, ils avaient rien. Donc la première fois que j'ai changé, eh bien c'était à cause du carton que j'ai eu. Hein. Et c'est là qu'on voit la bonne qualité, la bonne conception de cette bagnole. Parce qu'en fait, les deux bras principaux, ils sont en alliage. Ils sont en alliage. Alors on pourrait dire ouais, c'est un peu fragile. Dès qu'on tape, ils vont se tordre. Mais justement, c'est un peu à déformation programmable. C'est-à-dire que si vous tapez, ok, les bras ils vont se tordre. Hein. Ils vont très vite se tordre, mais ils vont amortir le choc. Le châssis, hein, on verra un bout du châssis qui est aussi en alliage. Voilà, il ne bougera pas. Donc ouais, premier coup, j'ai changé les deux bras là et la biellette par rapport à ça. J'avais fait le côté droit aussi. Le côté droit, je l'ai fait qu'une fois, il a jamais bougé. Et pourquoi je l'ai refait une deuxième fois? Parce qu'en fait, récemment là, j'ai un peu tardé à changer les pneus. Qu'est-ce que j'ai eu? Putain, j'ai eu une vibration sur le pneu avant gauche. J'ai laissé traîner et la vibration s'est amplifiée. Et à force, elle a fait quoi, les vibrations? Elle a travaillé tout le côté gauche. Et j'ai les deux bras qui ont commencé à reprendre du jeu. Donc rebelote, hein, j'ai rechangé les deux bras et j'ai rechangé la biellette de direction. Donc difficulté, ce sera les rotules à sortir. Hein, les rotules, c'est conique. C'est-à-dire que vous enlevez l'écrou, mais ça va pas sortir comme ça, quoi. Vous allez mettre l'arrache rotule en pression. Et souvent, putain, vous allez serrer. Et vous allez croire que l'arrache rotule, il vous reste dans les mains. Donc soit vous tapez, vous faites des petites vibrations, avec un peu de chance ça va sortir, mais les 3/4 du temps, hein, ce sera quoi votre meilleur ami? Ce sera ça, hein, le flambard. Moi, elles m'ont tellement fait chier que je les chauffe. Alors ça c'est valable si on récupère pas le bras, quoi. Quand tu sais que tu vas remplacer la pièce, tu peux chauffer. Si tu dois sortir une rotule et que tu veux récupérer le bras derrière, hein, dans ce cas-là, franchement ce que vous faites, vous prenez l'écrou là et vous le mettez au bout du pas de vis. Parce que si vous forcez avec l'arrache sur le bout du pas de vis, et un coup sur deux, vous allez foirer le pas de vis, et après vous allez niquer pour remettre l'écrou. Donc voilà, hein, petite technique. En ce qui concerne l'arrache rotule. L'arrache rotule, moi j'utilise ça, hein. J'en ai 3. Putain, j'ai que celui-là qui rentre. Et il y a des fois, je vais m'y reprendre plusieurs fois pour le faire prendre. Les rotules, elles sont un petit peu galères. Ensuite, j'ai fait quoi d'autre? Le roulement, voilà, le roulement, hein, qui se trouve dans la fusée, hein, dans le porte-moyeu là. Hein. Donc ça, en fait, il est tenu par quoi? Je sais pas si on le verra là. J'avais fait un rush, je le mettrai. Je vais mettre du Stark. Hein. Le roulement avant, ils ont fait un tuto sur Autodoc. On va donc virer la biellette de direction, prendre un bon arrache rotule. Hein. Prenez pas un petit truc parce que c'est un peu la merde à enlever. Des fois, il faudra peut-être la chauffer même. Et sinon, ce qu'ils disent pas, ce que moi j'ai fait, faut enlever ce bras-là. Faut enlever ce bras-là, qui est fixé au châssis. Hein. Pas la peine d'en enlever la rotule. Parce que sinon, l'amortisseur, vous n'allez jamais arriver à le remonter assez là pour choper les vis du roulement. Alors, au moins, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin d'acheter un coffret à la con pour le sortir. Voilà, faudra juste une bonne douille Facom. Hein. Par contre, là, pas prendre de la merde. Parce que les vis de roulement, elles sont grippées, mais pas pareil, hein. Faudra le sortir au flambard sinon. Si vraiment les vis font de la résistance, alors c'est quoi? Faut pas cramer les parties en caoutchouc qui pourront être sur le train. Et roulement, ouais, difficulté moyenne, hein, ce sera juste les vis à sortir. Après, j'ai fait quoi d'autre? Les freins. Alors, les freins, j'avais quoi? J'avais du Ferrodo à la base. En très bonne marque Ferrodo. J'avais les 10 Ferrodo, plaquettes Ferrodo, qui étaient à la moitié du jure. Mais alors, c'est quoi le truc? J'avais une vibration de freinage là sur l'avant gauche, hein, toujours ce putain de côté avant gauche. Et donc, en fait, j'ai fait quoi? J'ai remplacé les disques et les plaquettes. Hein. J'ai mis du Stark, une marque qui est très courante sur Autodoc. Franchement, pour toutes les pièces mécaniques, ils sont extrêmement bons. En même temps, j'en ai profité pour démonter les étriers et les repeindre en rouge, hein, avec
une pièce, avec une bombe de peinture Autodoc à 5 euros. Je les ai revernis, hein, je me suis bien fait chier. Ouais, j'ai fait l'avant et l'arrière. Et en même temps, j'ai changé le liquide de frein. Pour la purge, j'ai utilisé un appareil EasyBlade, là. Les amortisseurs. Ok, les amortisseurs. Donc, hein, voilà, j'ai mis du cogné orange. À la base, j'avais quoi? J'avais les saxes d'origine qui étaient en aluminium. Les saxes d'origine, très bonne qualité. Bon, voilà, dans ma superstition, je me suis dit, cogné, ça va être un petit peu plus ferme. Franchement, je les ai mis, j'ai eu aucune différence. Principale difficulté pour changer les amortisseurs, ça va être la compression des ressorts. Les ressorts, putain, ils sont durs comme du caillou. Hein, ils ont très peu de spire. Alors souvent, on va utiliser des outils de compression de ressorts premier prix, hein, qu'on va trouver à Noroto et tout ça. Le problème, c'est que comme il y a très peu de spire, les outils de compression, ils vont pas vous permettre de choper tous les ressorts et vous n'arriverez pas à les compresser suffisamment pour arriver à sortir les coupelles et à enquiller les amortos avec. Moi, j'ai fait comment? Petite astuce. Bon, j'ai pris les outils à la con, là, premier prix, et j'ai pris des sangles de VL, hein, pour comprimer les dernières spires des ressorts. Vous prenez des bonnes sangles de bonne qualité, et moi, j'ai réussi à les comprimer assez pour enquiller les coupelles. Les coupelles, moi, j'avais les coupelles première monte, hein, les coupelles d'origine. J'ai racheté des coupelles à la con, là, Autodoc. Vous voyez clairement qu'elles étaient de qualité inférieure aux coupelles première monte, et les coupelles première monte étaient intactes. Bon, je les ai quand même remplacés, hein, vu que j'avais acheté des pièces neuves. Franchement, à vérifier, parce que les coupelles, c'est quoi? C'est juste, il y a juste un petit roulement dans la coupelle. Les amortisseurs, ouais, ça bouge pas, quoi. Bon, à vérifier, mais généralement, les coupelles ne sont pas à remplacer. Au niveau des pièces, ils vendent carrément des kits complets pour le train avant. Hein, ça veut dire que vous aurez les deux côtés, gauche-droit, avec tous les bras de suspension, les biellettes de barres stabilisatrices, biellettes de direction. Alors, généralement, les prix, ça commence à 150 euros. Hein, des pièces eBay, je me méfierais. Hein. Sinon, pour avoir un kit d'un accessoiriste, ouais, ce sera à peu près 300 balles. Franchement, les deux côtés, hein, c'est raisonnable. Moi, j'ai tout pécho au détail. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, les disques de frein. Les disques de frein, c'est ça, mais rien n'est cher sur cette bagnole. Les disques de frein, là, je mettrai un petit rush avec les prix. Généralement, ça commencera à 25 euros le disque. Et moi, je sais plus. Moi, j'ai tout chopé avec des kits, l'avant et l'arrière. C'est-à-dire, j'ai eu les deux disques, les plaquettes et le témoin. Et je veux pas dire de conneries, je crois, j'ai payé ça 60 balles. Hein. Donc, du Stark. Alors après, bien sûr, hein, c'est de la bonne Férouse. Moi, j'avais fait quoi? Je les ai peints. Voilà, j'ai mis de l'après. Je les ai peints pour éviter que ça rouille trop. Donc, bien sûr, hein, sur la face, qui est plaqué à la roue. Bon, bien sûr, il y a la peinture qui s'est barrée. Bon, hein, ça a rouillé un petit peu. Mais sur les côtés, ça a pas bougé. Hein. Donc, voilà. Petite astuce, hein, surtout si on a des jantes et qu'on voit à travers, hein, c'est quand même un petit peu plus élégant. Donc l'arrière très rapidement, après je vais attaquer l'embrayage. Donc j'en avais déjà parlé dans ma première vidéo mécanique et maladie. Hein. Qu'est-ce que j'ai dû faire? Il y a une rotule à changer. Hein, là je l'ai entourée en rouge. Donc voilà, on voit. Alors ça faudra un petit spécial pour la sortir, hein, parce qu'elle est emmanchée, dans la fusée arrière. Là. Bon, je vais me contenter de mettre un petit rush de l'extracteur que j'ai acheté pour la sortir. Hein. Alors, pas grand chose d'autre à rajouter. Il y a des tutos qui traînent sur Internet. Ensuite, le roulement, pareil, hein, j'en avais déjà parlé. Le roulement, c'est quoi le problème avec le roulement, avec les roulements arrière? C'est qu'il faudra tout un bordel. Déjà, moi, j'avais dû acheter un extracteur à inertie, parce que sinon, impossible de choper les V-Storks derrière. Je mettrai un rush de l'extracteur, hein, ce qu'on appelle une branlette, hein, dans les ateliers. Ensuite, j'ai dû choper un deuxième coffret pour extraire la bague du moyeu. J'ai remonté ça dans mon salon. J'avais retrouvé une ou deux photos, je les mettrai. Et ensuite, ouais, c'est quoi le truc? Il faut une clé de 32 pour desserrer l'écrou du cardan. Alors, moi, en fait, j'ai fait quoi? J'ai acheté un cliquet poids lourd à Brico Dépôt. Et ils vendaient ça, j'ai une misère. Hein. Ils se sont trompés sur le prix. 35 euros, je crois, je l'ai payé. Donc voilà, cliquet poids lourd. Ou alors, sinon, vous pouvez prendre une clé à pipe de 32. Alors, faudra une rallonge. Parce que c'est des écrous qui sont quand même bien serrés. Moi, qu'est-ce que j'ai fait de plus? Les amortisseurs. Alors, les amortisseurs, ils sont un peu moins pénibles que ceux de devant, presque. Hein, donc moi, je m'étais pas emmerdé. J'ai repris des amortisseurs Stark à 35 euros. Je sais pas du tout ce que ça valait, mais bon, comme il m'avait laissé une bonne impression au niveau des pièces mécaniques,
Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai peints, ils sont pas rouges d'origine. Donc j'ai mis de l'après, peinture, vernis. Ok, pour les sortir, pas de problème particulier. Hein. Pour les avoir, faut démonter la plage arrière dans la voiture hein, pour choper les fixations en haut. Tu vois, il y a quand même un peu de démonter la banquette aussi. Voilà, il y a un peu de taf à l'intérieur. Ensuite, pour comprimer les ressorts, ça se comprime avec des outils premier prix. Hein. Pas de souci particulier. Moi, la galère que j'ai eue, c'est que au moment du remontage, putain, impossible de remettre les vis à fond. Les trous étaient foirés et il me restait ça de débattement. Et à un moment, j'en étais à vouloir couper les vis pour pouvoir les remettre. Bon, après la raison m'a repris quand même, hein, parce que l'arrière, c'est une propulsion. Hein, bon, faut pas déconner avec ça. Mais en fait, qu'est-ce que j'ai fait? La voiture, elle est restée 3 jours sur chandelle et j'ai racheté des tarots en urgence, quoi. Et obligé de retarauder les trous. Ensuite, ouais, comme pour l'avant, j'ai changé les freins. Disque de frein Stark, plaquette Stark. Avant, j'avais du Ferrodo. Pareil, ils étaient à 50% d'usure, mais ils étaient tout rouillés, quoi. Ils étaient vieux. Donc, pareil, j'ai peint les disques hein, pour éviter la rouille. On voit que ça passe quand même un petit peu à travers. Hein. Ça doit faire 4-5 ans que je les ai changés. Hein. Donc, voilà, normalement, ils devraient être comme ça si je les avais pas peints. Hein, c'est là où que la roue est plaquée, la peinture dégage. Donc, Stark, j'en suis très content. Hein. Pour les freins, ça va bien. C'est pas une Formule 1 non plus. Hein. Voilà, c'est des pièces qui correspondent à la voiture. Putain, l'embrayage qui patine un peu. Ok, la plus grosse partie, l'embrayage. Bon, là, je vais pas ramper en dessous comme un con. Là, de toute façon, on verra rien. J'avais tourné des rushs. Hein. Je vais essayer de meubler ça avec ce que j'ai. Donc déjà, première étape, faut 4 chandelles. 4 chandelles. Voilà. Lever le véhicule le plus haut possible. L'embrayage, je l'ai fait exactement où elle est là. Donc lever le plus haut possible. Hein. Déjà, au minimum, la hauteur de la boîte, hein, pour pouvoir dégager la boîte de sous le véhicule. Ok. Une fois qu'on a fait ça, et on aura besoin du cric après pour soulager la boîte. Donc bon, je vais pas reprendre toutes les opérations. Hein. Déjà, faut descendre toute la ligne d'échappement, faut virer toutes les plaques porte-chaleur, toutes les conneries, voilà, qui obstrueront l'arbre de transmission. Ensuite, il faudra désaccoupler l'arbre de transmission. Je crois qu'il y a un palier qui le tient. Moi, l'endroit où j'en avais chié, si je me rappelle bien, c'était le flector. Là. Il y a une espèce de silent block. Je sais pas si on me verra. Là, tac. Bon, je mettrai un rush. Voilà, lui, je me rappelle, les vis, elles étaient serrées, mais putain, même au pétard, elles voulaient pas sortir. D'ailleurs, c'est à cette occasion que je me suis acheté une déboulonneuse. Hein. C'était pour l'embrayage. D'ailleurs, j'ai bien fait, là, je vous expliquerai après. Donc, ouais, ça, j'ai un peu galéré. Une fois que vous avez viré ça, la boîte est désaccouplée. Donc là, il faudra virer le récepteur d'embrayage de la boîte, hein, le récepteur hydraulique. Hein. C'est l'embrayage hydraulique, hein, il est raccordé au système de freinage. Bref, on s'en fout. Il faudra virer le capteur de marche arrière, si je me rappelle bien. Et ouais, le truc qui sera un peu casse-couille, ce sera la graffe qui relie la tringlerie à la commande de boîte de vitesse, hein, parce qu'en fait, on devra l'enlever un petit peu à l'aveugle. Donc, je sais plus s'il faut la lever ou s'il faut la pousser. Bon, voilà. Hein, il y en a, ils en chient un peu avec ça. Ok, une fois que toute la boîte est désaccouplée, on peut la desserrer. Elle est tenue avec des vis Torx. Il y aura une ici. Hein, des rushs de toute façon. Alors, les vis Torx de la boîte, moi, ils m'ont pas trop emmerdé. Le seul truc, ce seront les vis qui seront en haut. Hein. Là, pour les choper, il faudra une rallonge. Il faudra se faire au moins 1 mètre de rallonge hein, avec un gros cliquet. Ok, la boîte est desserrée, elle est prête à descendre. Moi, je me rappelle, j'en avais un peu chié pour la descendre. Je mettrai un rush de comment j'avais fait. Ouais, la boîte, pour la descendre, là. Pour la descendre, comment j'ai fait? Oups. Moi, je m'y suis mis comme ça. Hein. Je suis devant. Hop, je suis rentré là. J'ai vu que tout le monde la sort dans l'autre sens. Mais moi, il n'y avait pas moyen. Elle voulait pas venir, la salope. Donc, vous mettez comme ça. Putain, les joueurs. Vous mettez comme ça. Hop là. Voilà, la boîte est accrochée là. Tac. La banque elle est ici. Donc, j'ai fait quoi? J'ai mis mes 2 genoux pour la maintenir. Et après avec des petites biches. Avec des petites biches, vous en mettez un à gauche, un à droite, j'en avais 2. J'ai appuyé dessus, puis tu sais, tu fais des petites vibrations avec tes genoux quoi. Et putain, j'ai galéré pour la sortir quand même. Je vois tout le monde la sort dans l'autre sens là. Ok, donc tout est par terre. On peut enlever la butée. Donc c'est un embrayage Luc d'origine.
Moi, j'ai racheté un embrayage Luc. Par contre, on voit que ce n'est pas la même qualité que les pièces première monte. Si je me rappelle bien, c'était la butée qui était vraiment différente. Alors, le volant moteur, c'est un volant moteur Bimas. Si on regarde partout, tout le monde préconise de le changer. Donc moi, bon, j'en avais racheté un. C'est pas donné non plus, hein. Le volant moteur Bimas, moi, je me rappelle, je l'ai payé 300 balles. 300 balles plus 150 euros du kit embrayage. On en est à 450. Voilà, si on peut s'épargner le volant moteur, après coup, en plus, il faisait aucun bruit, hein. Il y avait rien, quoi. C'était juste l'embrayage qui patinait un peu. Après coup, franchement, j'aurais gardé le volant moteur. Le seul truc, c'est j'avais une fuite, donc j'ai changé le joint SPI qui était sur le moteur, hein, derrière le volant. Pour remonter le volant, je l'avais démonté au pétard. Il était bienvenu sans résistance. Je m'étais acheté un outil spécial pour bloquer le volant et le remonter. Souci, l'outil était pas compatible, hein. J'arrivais pas à bloquer le volant. Donc en fait, comment j'ai fait? J'ai remonté le volant moteur au pétard. Comme il était bien vu avec, j'ai resserré toutes les vis en insistant bien dessus. Donc voilà, le principal, normalement, faut serrer ça à la clé dynamométrique. Ce qu'il faut juste, c'est que toutes les vis soient serrées à peu près à la même force et soient serrées correctement. Là, je l'ai fait à peu près il y a 3 ans, ça n'a pas bougé. Pour le centrage du disque, j'ai acheté un centreur sur Amazon, il me semble bien. Alors, faut faire attention parce que généralement, les centreurs d'embrayage, ils ont à peu près tous les mêmes cotes. Et je crois que les cotes de l'embrayage là de cette caisse, c'est un peu des cotes à la con. Il y aura 2 mm de différence par rapport au maximum. Donc, mesurez bien le diamètre de l'embrayage pour pas vous faire avoir et acheter le bon centreur. Donc voilà, hein, et ensuite pour remonter, ce sera ces opérations dans le sens inverse. Donc on va pouvoir passer au moteur. M52B25, 6 cylindres en ligne, 24 soupapes avec simple vanos, c'est-à-dire ouverture variable des soupapes juste pour l'admission. C'est un phase 1. Alors là, je vais devoir rappeler les distinctions entre les phases 1 et les phases 2. En même temps, je vais parler de mon matos de diagnostic. Alors sur phase 1, la prise de diagnostic, elle est ici. C'est une prise OBD1. Voilà, une prise diagnostic de première génération. Donc pour rappel, il faut vraiment avoir du matos de diagnostic. Parce que comme il commence à y avoir pas mal de capteurs sur ces moteurs, on aura des petits soucis. Voilà, pour bien cibler le problème, ça va vite devenir indispensable, hein. Sinon, on va devoir changer la moitié de la bagnole. Donc là, j'ai fait un rush, hein. Je vais présenter ma valise. Donc présentation de ma solution diagnostique, BMW Scanner, hein. Voilà, c'est un boîtier chinois, comme son sticker dégueulasse le laisse présager. Donc de quoi ça se compose? En fait, c'est un boîtier, hein, avec une prise OBD2. Voilà, de l'autre côté, on aura un câble USB. Alors, c'est compatible avec Windows XP, hein. Donc il faudra un PC à côté. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai recyclé une vieille antiquité, hein, un Toshiba monocore avec un processeur Celeron et 112 mégas de RAM. La batterie est à moitié flinguée. C'est pour ça que je fais ma démonstration ici. Alors, bon, comme celle-là, c'est une prise OBD2, ce sera compatible avec les phases 2, hein, c'est-à-dire la prise qui est dans l'habitacle, hein, à côté du siège conducteur. Donc, comme moi, c'est un OBD1, en plus, j'ai dû acheter un adaptateur, hein. Voilà, qu'on relie sur l'OBD2 comme ça, et de l'autre côté, j'ai ma prise OBD1. Donc, on va regarder comment ça fonctionne et ce que ça peut faire. Ça, je l'ai payé 20 balles. Là, j'ai vu, il est encore en vente sur AliExpress à moins de 10 €, hein, donc toujours disponible. Il sera vendu avec un petit CD, hein, sur lequel il y a le programme. Après, le programme, on peut toujours le télécharger, le mettre sur une clé USB et l'installer séparément. Comment cela fonctionne-t-il et qu'est-ce qu'on peut faire avec? Donc déjà, bien sûr, on branche la prise diagnostic au véhicule, la prise USB au PC. On mettra le contact du véhicule. Petit détail très con, faut démarrer le moteur pour avoir les défauts du moteur, hein. Voilà, tout est branché. Là, on ouvre le programme BMW Scanner. Tuc. Voilà, bien sûr, comme c'est pas raccordé, on ne verra pas grand-chose. Voilà, là, le truc continue. On
On fait ça, bon là ça me met une erreur. Normalement, qu'on aura fait continu, ça va indiquer l'identité du véhicule. On aura tout ce qui est relatif, c'est-à-dire le numéro de châssis, boîte manuelle ou auto, la provenance, le machin. Ici, on pourra balancer le fameux scan. Oui, alors, on pourra balancer le fameux scan. Moi, comme c'est une vieille bécane, ça va mettre au moins 5 minutes. Alors, c'est assez amusant, hein. Il y a les phares de la bagnole qui vont s'allumer, les moteurs de réglage des phares qui vont s'activer. Ça va tester tout un tas de trucs. Donc, voilà, il y a 3 pages. Il y a 3 pages. Comme moi, c'est un phase 1, j'aurai le minimum, hein. J'ai juste les boîtiers sur les 2 premières, hein. Donc, voilà, DME, LCM, TANA, machin. Vous avez les erreurs qui vont s'afficher. Des erreurs jaunes pour les erreurs temporaires, hein. C'est-à-dire voilà des erreurs qui sont apparues et qui seront effacées, et les erreurs rouges qui seront des erreurs permanentes, hein, des erreurs qu'on n'arrivera pas à virer, et ça aidera à identifier les pièces qui causent problème, hein. C'est là qu'on verra apparaître le fameux capteur Arbracam ou Villebrequin, etc. Ok, ici clear, c'est pour effacer les erreurs. Alors bien sûr, ça permettra de mettre le compteur de maintenance à 0. Hein, voilà. Les bûchées vertes qu'on a sur le tableau de bord. Ça permettra d'avoir accès au boîtier des airbags, hein, pour effacer les voyants d'airbag. Bon, ça c'est le minimum, c'est ce que j'utilise, mais ça pourra faire plus que ça. Et c'est là que je me dis que, à mon avis, c'est une mallette BM qui a dû être hackée, hein. Parce qu'en fait, là-haut, dans Unit, par exemple, tac, on a accès au boîtier. Et par exemple là, LCM, hein, j'allais un peu me promener dedans, hein. Un boîtier LCM, j'en ai un là. C'est celui que j'avais montré dans ma première vidéo. Alors ça, c'est un boîtier LCM de phase 2. Le boîtier LCM, c'est le boîtier qui s'occupe de l'éclairage de la bagnole, hein, les phares et tout ça. Là, c'est un LCM2, hein, un boîtier de phase 2, avec un software de 3.2, c'est-à-dire c'était le programme qui est le codage du boîtier, hein. Alors ça, c'est une dernière génération. Eh bien, en fait, quand on rentrera dans LCM, on verra qu'il y a tous les softwares qui sont disponibles, hein. Donc, alors après, attention à pas jouer aux apprentis sorciers. En fait, il y a un tas d'options dont je ne connais pas la signification, mais apparemment, hein, ça permettrait de recoder le boîtier LCM. Hein, si on en a un qui est pas compatible, comme moi, c'est un phase 1, c'est un vieux truc. Ça, c'est la nouvelle génération. Je l'ai déjà branché. En fait, c'est quoi? Tout va bien. J'ai juste les clignotants qui déconnent. Si on le met en lieu et place de l'ancien, voilà, et qu'on le reparamètre, hein, qu'on rentre toutes les informations avec le software de l'ancien, eh bien, ça permettra de le recoder. Donc voilà, il y a tout un tas d'options, hein. Mais alors, faut avoir les connaissances, hein, pour les utiliser. Pour moi, c'est un petit peu du chinois, mais à celui qui saura les exploiter, ça ouvrira pas mal de portes. Là, pour le prix du boîtier, hein, 20 balles, voilà, on a un PC recyclé à côté. Là, franchement, c'est sans concurrence comme solution de diagnostic. Donc, phase 1, phase 2, voilà, la prise diagnostique n'est pas au même endroit, ce n'est pas la même génération. Alors, je pense que c'est ça qui aura un impact sur le faisceau électrique, parce que autre différence, hein, et pas des moindres, eh bien, les capteurs entre phase 1 et phase 2, souvent ne seront pas compatibles. Hein, les sons lambda, c'est pas les mêmes, les capteurs Arbracam, Villebrequin, ce sont pas les mêmes. Donc, attention à ça. Surtout attention quand vous commandez des pièces sur les sites internet, parce que des fois, voilà, le site vous proposera des références. Il faudra impérativement les vérifier sur les sites constructeurs. Alors, comme les phases 1 sont un peu moins répandues, les pièces généralement seront un petit peu plus chères. Donc ça, ce sera un indice aussi pour savoir, pour mettre la puce à l'oreille, hein. Parce que moi, en fait, j'ai commandé pas mal de pièces. Là où j'ai un stock de pièces de phase 2. Voilà, et des fois, je me suis même fait avoir en vérifiant les références sur le site BM. Donc, attention à ça. Après, hein, bon, les phases 1 seront toujours valables parce qu'il y a pas mal de pannes que moi, j'ai pas rencontrées, qui apparaîtront plus sur les phases 2. Donc, c'est toujours valable. Bon, voilà, les pièces seront peut-être un tout petit peu plus chères, mais toujours disponibles. Il y a juste le contacteur de frein, là, ouais, où j'en ai un peu chié pour l'avoir. Mais sinon, ça va bien. Donc, maintenant, on va parler de ce qui dégage et de ce qui risquera de causer des problèmes sur ce moulin. Alors bien sûr, le refroidissement, je vais pas développer, j'ai déjà fait 2 vidéos dessus. Après, pas grand chose ma foi. En fait, ça va être surtout les capteurs, hein. C'est bien pour ça que j'insiste là-dessus depuis le début. Donc d'abord, nous allons commencer par celui qui a la première marche du podium, c'est-à-dire le capteur de Villebrequin.
le capteur de Villebrock qui sera derrière le visco-coupleur, là, derrière le ventilo. Donc il faudra démonter le ventilo, le visco-coupleur pour y accéder. Alors généralement, c'est quoi les symptômes? Ce sera un peu le même que le suivant, là, qui est le capteur de régime. C'est généralement, voilà, vous arrivez au feu rouge, vous êtes au ralenti, et le moteur cale. Pour démarrer, et là vous allez voir, le moteur il galère à redémarrer. Et au bout d'un moment, normalement, il repart. Parce qu'en fait, voilà, le moteur, il se met en sécurité, je sais pas quoi, il va tourner sans le capteur. Alors c'est quoi? C'est il va tourner comme une patate. Donc les symptômes, ce sera ça. Donc quand même, mettez un coup de valise pour être certain. Normalement, l'erreur, c'est crankshaft sensor. Ok, donc ça, c'était le premier. Et le deuxième, le deuxième, ça va être son frangin, le capteur de régime, qui est ici. Voilà, ici exactement. Un coup, je l'avais changé, j'avais tourné un rush. J'ai essayé de le coller. Voilà, c'est vraiment ces deux pièces-là qui feront le plus chier. Alors, elles tomberont un coup de temps en temps. Donc, on va se dire, vraiment, on prendra une bonne qualité. Alors, moi, j'avais fait quoi le premier coup? J'avais pris un VDO sur Autodoc. VDO, c'est un gros accessoiriste qui fait pas mal de pièces électriques. Il y a pas mal de pièces premièrement de VDO sur cette bagnole. Donc là, voilà, j'ai un peu investi. J'avais pris je sais plus, 80-90 balles. Et là, je fais 30 000 bornes avec. Et boum, voilà, le moteur commence à caler. Je dis, putain, ça doit être le capteur de régime. Quand même, par sécurité, je mets un coup de valise. J'étais sûr de mon coup. Et là, qu'est-ce que je vois? Crankshaft sensor. Capteur de Villebrock. Je dis, putain, c'est pas possible, je viens de le changer. Donc quand même, j'écoute la valise, j'en recommande un. Alors ce coup-là, j'en ai pas recommandé un à 80 balles. J'ai fait là, là, un moins cher, il pourra pas faire pire. Donc j'ai racheté quoi? J'en ai racheté un, je me rappelle plus de la marque. En fait, c'était une filiale de NGK. NGK, là, le fabricant de bougies. Ils ont une division où ils font des pièces électriques. Et combien? 30 ou 40 euros, pas cher, pas cher. Je le prends, je le monte. Vous savez quoi? Déjà là, il a fait 40 000 bornes et RAS, il a pas claqué. Donc comme quoi, on pourra pas trop se fier non plus aux marques et au prix. Donc ça, c'est vrai que ces capteurs-là, ce sera peut-être bien d'aller en chercher chez BM. Je ne sais pas combien ils vendent ça. Après, il faut se dire, voilà, les pièces, quand vous allez chez BM, ils vous vendent aussi des pièces de rechange. Eux, ils font quoi? Ils passent commande chez les accessoiristes, ils foutent ça dans un carton BMW, ils prennent leur marge, puis voilà. Donc ce sera pas des pièces première monte non plus. Après, ils peuvent pas être pires que ceux que j'ai eu. Et le VDO, quand même, assez déçu. Autre chose, voilà, qui sera passé sur les gros kilométrages, ce seront les sondes lambda, bien sûr. Donc il y en a deux, elles sont sur l'échappement, sur les deux tuyaux d'échappement là qui sortent des collecteurs. Alors il y en a une qu'on va choper par en haut, une qu'on va choper par en dessous le véhicule. Donc les sondes lambda, elles avaient été faites à 120 000. J'ai eu une erreur qui est revenue sur une sonde, à peu près vers 170 000. Elle a fait 50 000 quoi, la sonde lambda. Et la deuxième est encore bonne. Bon, j'en ai racheté deux. J'en commande deux sur Autodoc. J'ai pris des Ridex. Ridex fait des sondes lambda, là, la marque d'appel Autodoc. Et là, putain, l'erreur. Là, les deux sondes, j'ai mis un peu de temps avant de les monter. Je les avais laissées traîner 6 mois sur mon balcon. Elles étaient emballées. Et donc voilà, un coup je bricole, je les monte. Et là, erreur sur les deux sondes. Erreur sur les deux sondes, comme si elles étaient cuites. Alors comme j'avais laissé passer du temps, là je me suis allongé sur 100 balles. J'ai même pas pu me les faire rembourser. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai racheté deux autres sondes. Du coup là, j'ai pris des LA. Et là, vous savez, c'est un accessoiriste qui souvent fabrique des optiques ou des feux. Je sais même pas qu'ils faisaient des pièces électriques. Donc bon, quand même, c'est un grand nom. Ok, combien? C'était 75 balles la sonde, je crois. J'en rachète deux, je les monte. Ce coup-là, c'est bon. Ok, pas d'erreur. Voilà, je fais ma vie. Je fais un an, un coup, je repasse un coup de diag comme ça. Et là, qu'est-ce que je vois? Erreur sur une des deux sondes lambda. J'avais une des deux là qui était cuite. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai viré la LA qui déconnait et j'ai remonté la première qui était bonne et qui a déjà au moins 50 000. Donc en fait, voilà, j'ai deux sondes lambda qui sont bonnes, qui seront pas neuves, donc voilà. Donc morale de l'histoire, les sondes lambda, n'hésitez pas à mettre de la thune dedans, ou aller vraiment les chercher chez BM. Je recommanderais de prendre du Bosch. Alors c'est vrai que c'est des pièces de rechange. Vous avez vu ce que je vous ai raconté avec les vidéos, on pourra jamais être trop sûr de rien. Donc pour ce qui aura dégagé, ma foi,
ce sera à peu près tout, hein, ce qui est maigre. Après, je vais pas inventer des pannes. C'est pour ça que je dis que les phasins, c'est pas trop mal. J'ai jamais le débitmètre qui a claqué, là. Il y en a beaucoup qui se plaignent que le débitmètre dégage ou d'autres trucs. Quand il y a ABS et tout. Moi, j'ai pas eu de soucis. Le seul truc que j'ai changé, hein, en fait, je suis jamais tombé en panne avec cette caisse. J'ai toujours réussi à repartir. La seule bagnole avec laquelle je suis tombé en panne, c'était mon E36, et c'est la pompe à essence qui m'avait lâché là, mais du jour au lendemain, sans prévenir. Donc ça m'avait un peu traumatisé. Donc en prévention, j'ai remplacé la pompe à essence, hein, comme les moteurs sont très similaires. La pompe à essence est sur la banquette arrière. Hein. Voilà, opération, voilà. Attendez d'arriver sur la réserve pour le faire. Hein. Il y aura les émanations d'essence dans l'habitacle, hein, puis je mets pas à côté. Seul truc, j'ai mis quoi? J'ai mis une pompe JP Group, hein, avec un bon accessoiriste. C'est pas cher, hein. Sur un essence, là, la pompe, c'est 50-60 balles. Petit détail qu'on remarquera, bah voilà, hein, c'est la différence entre les pièces première monte et les pièces de rechange. Hein. Bon, après, voilà, c'est de la qualité perçue. J'ai quand même préféré la remplacer, hein, vu la mésaventure que j'avais eue avec le E36. Autre pièce que j'ai changée en prévention. Alors là, je pourrais faire une vidéo de 1 quart d'heure. Je vais essayer de faire court. Ok, le radiateur. J'arrive à 180 000 et je répare tout. Je fiabilise, hein, pompe à essence, tout le bordel. Et je me dis, tiens, le radiateur, il a plus de 10 ans. Hein, il a déjà mangé. Bon, il a aucun problème. Hein. Je me dis, ce serait quand même pas une mauvaise idée d'en reprendre un bien, en sachant que avec le radiateur, ça va être un des piliers du moteur, quoi. En sachant les problèmes inattendus qui peuvent survenir avec le refroidissement, faut vraiment avoir un système qui soit capable de faire face. Donc je me dis, tiens, je reprendrai un neuf. Je regarde, hein, sur Autodoc, voilà, il y a tout un tas de qualités qui sont proposées. Hein, ça va de 80 € avec vraiment des trucs dégueulasses, et ça va monter à 250 pour avoir une pièce de grande manufacture. Faut savoir que les radiateurs, généralement, ils sont sertis. Hein. Et voilà, les plus grandes marques, bah, ce sont des radiateurs qui sont soudés, hein, qui sont vraiment des trucs qu'en caisse. Donc bon, j'en prends un milieu de gamme à 150, hein, d'un bon accessoiriste. Alors, faut savoir que l'ancien, bah, c'est le proprio là qui l'avait changé. Je crois que c'est un radiateur qui vient de chez BM. Combien? 300 balles. 300 balles. Bon, bien sûr, bonne qualité. Hein. Il a fait plus de 10 ans, plus de 100 000 kilomètres. Hein. Et bon, voilà, comme c'est soumis à de fortes contraintes, c'est du plastique. Il y a des micro-fissures qui se développent. Hein. Voilà, sur des longs trajets, hein, tu te casses en Espagne ou quoi. Bah, si ça dégage, tu dois appeler la dépanneuse. Bon, hein, ça, voilà, c'est un investissement qui peut vraiment valoir le coup en prévention, quoi. Donc, bah, j'en prends un à 150. Hein. Alors, en fait, comment on pourra reconnaître un petit peu la qualité proposée? Bah, c'est à la couleur du bocal d'expansion. Le radiateur d'origine, il a une petite couleur jaunâtre au niveau de son bocal d'expansion. Et souvent, les radiateurs à 80 balles, les bocals d'expansion, ils seront blancs. Donc déjà, hein, uniquement la couleur du bocal d'expansion, ce sera un petit indice, hein, sur la manufacture du radiateur. Donc moi, j'en prends un 150. Hein, d'un accessoiriste, voilà, qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à celui-là, hein, d'un accessoiriste qui est reconnu dans le refroidissement. Ok, je reçois la pièce, et là en fait je vois que Autodoc m'a envoyé une marque différente de celle que j'avais commandée. Il m'envoie un radiateur bas de gamme, un Stark. Alors Stark, je les adore, hein, j'en ai parlé avant, pour les pièces mécaniques, ils sont très très bons. Les radiateurs, c'est vraiment spécialisé, hein, c'est de la haute manufacture. Voilà, c'est pas du gros œuvre. Donc vraiment, si je n'avais pas pris un chez eux, c'est pas ce que j'avais commandé. Et ça, c'est une technique qu'on trouvera chez Oscaro. Oscaro, avec qui j'ai eu des litiges. Avant, j'ai commandé au moins 2-3 ans chez eux, j'ai pris pas mal de pièces. Bon, ils sont chers, c'est vraiment des bras cassés. Bon, bref, je vais pas reparler d'eux. Mais ça, c'était une technique qu'eux, ils avaient. Tu commandais une pièce, quand ils l'avaient pas, ils t'en envoyaient une autre. Alors quand c'est une de qualité au-dessus, bon, ça passe, on dit rien. Quand c'est une qualité en dessous, c'est toujours un petit peu embêtant, quoi. Donc voilà, hein, en fait, c'est le seul reproche que j'aurais à faire à Autodoc. Sinon, j'ai jamais eu de problème avec eux. Donc je reçois le radiateur, hein, Stark. Alors je regarde, qualité perçue, bah voilà, hein, il ressemble bien à ce qu'il était sur la photo. Hein. Bocal d'expansion blanc, on voit les plastocs, mais ils sont dégueulasses. Le truc qui pue des couilles. Au niveau des sorties là, pour brancher les durites, il y a même pas d'arrêtoir. Les tuyaux, ils sont lisses. Et je vois ça, je sais, putain, tu vas pas monter ça quand même. Et je sais pas pourquoi, je force quand même. Alors je démonte, voilà, hein, celui qui vient de chez BM, hein, voilà, qui a 100 000, 10 ans, mais qui a rien.
et je remets celui-là à la place, et tellement la manufacture elle est dégueulasse, bah en fait en dessous il y a des pattes sur lesquelles faut mettre des silent blocks, parce qu'il y a 2 silent blocks sous le radiateur. Donc voilà, faut les récupérer et les remettre sur le nouveau. Tellement c'est mal usiné, il y a un des 2 silent blocks qui rentrait pas à fond. Bon, je le rentre au maximum de ce que je peux, puis je me dis vas-y, il va rentrer au montage. Là je le monte, ok, machin, je remplis, et là je vois ça fuit. Je fais putain, c'est quoi ce bordel? Ok, je le redémonte, je regarde, et là, qu'est-ce que je vois? Le radiateur fendu. Le radiateur fendu. Parce qu'en fait, au montage, voilà, les 2 mm qui manquaient sur le silent block, bah, ils sont pas rentrés, et le truc il pisse. Bah, j'ai envie de dire, c'est un mal pour un bien. Voilà, ce radiateur, c'était vraiment de la merde. Donc, conclusion, hein, le radiateur, ce sera vraiment une pièce dans laquelle il faudra pas faire des économies. Hein, faut vraiment investir. Moi, je dis, ouais, voilà, prenez minimum 150 balles. De toute façon, un radiateur, ça vaut pas moins de 150 €. Et sur Autodoc, pour 250 €, vous aurez carrément des radiateurs qui seront soudés, hein, voilà, de haute qualité, qui sortent de grands accessoiristes allemands. Ok, donc là, je vais enchaîner avec les pièces que j'ai dû changer pour résoudre les petits soucis de suintement d'huile. Le premier prétendant, c'est le joint du couvre-culasse. Voilà, qui apparaîtra généralement tous les 100 000. Avec le temps, le joint aura tendance à sécher, voilà, et à ne plus exercer son étanchéité. Donc, déjà pour vérifier, on fera le tour. Hein, voilà, tout, il est en dessous le carter noir là. On fera le tour de l'ensemble hein, pour voir s'il n'y a pas des fuites. Alors, ce joint est en 3 parties. Hein, il est en 3 parties. Donc, putain, reste collé. Il est en 3 parties. Il y en a une partie qui fera tout le tour, la partie principale. Et après, il y aura 2 parties pour les puits de bougie. Hein, c'est un 6 cylindres. Donc, il y aura un joint pour 3 cylindres et un autre pour ceux de derrière. Alors, visuellement, on pourra contrôler celui qui fait le tour. Pour ceux des puits de bougie, on contrôlera quand on changera les bougies. Hein, en même temps, je vais parler des bougies. Les bougies sont à faire tous les 40 000. Hein. Donc, bien sûr, il faudra enlever ces vis-là. On enlève le carter. Il faudra enlever les bobines. Il y a une bobine d'allumage par cylindre. Elles sont directement montées en tête des bougies. Et après, on aura accès aux bougies. Et alors, si on trouve de l'huile dans un des puits de bougie, ça voudra dire que qu'il y a un joint qui est à changer. Hein. Donc, généralement, alors ils vendent des kits. Hein. Ils vendent les 3 en même temps. Je crois qu'il y a même... non, c'est pas les joints de queue de soupape. Bon, il y aura des kits complets. Hein, donc, autant tout changer... parce que généralement, quand il y en a un qui commence à fuir, le reste va suivre derrière. Les bougies, celles-là, elles seront à faire tous les 40 000. Alors les bougies, voilà. Autant je parle de faire des économies, j'achète du Top Ran, du machin. Sur les bougies, on fera pas d'économies. Hein, de base, ce sont des bougies à double électrode. Hein, voilà, autant prendre les bougies d'origine. Pas la peine de mettre des trucs à 4 électrodes ou je sais pas quoi. Des bougies platinium qui font 100 000 ou je sais pas quoi. Voilà, juste des bougies Bosch ou NGK. Hein, voilà, d'origine, qui feront 40 000 km. Comme ça, tous les 40 000, on démontera. Et on pourra vérifier l'étanchéité du joint du couvre-culasse. Donc, pour corriger les suintements et à la volée, qu'est-ce que j'ai changé? Voilà, le flexible d'huile là qui sort du Vanos. J'avais une fuite dessus, ça j'ai remplacé, ça vaut 30 balles. Bien sûr, le joint du porte-filtre. Le joint du porte-filtre. Alors ça, c'est marrant. Ils en parlent pas dans les inspections BM. Moi, j'ai eu qu'une fuite dessus. C'est vrai que j'ai regardé l'entretien. Il n'avait jamais été fait avant. C'était peut-être celui d'origine. Donc bon, il aura quand même tenu 30 ans. Moi, je préconiserais quand même de le changer un coup de temps en temps. Après, ce sera l'appréciation de chacun. Mais bon, autant le faire pendant qu'on est dans la vidange. Et ça va, il est facile à avoir. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Dans les suintements, j'ai toujours le bocal de direction assistée qui est graisseux. Alors ça, je l'avais remplacé, hein, et sans aucune amélioration. Alors après, il y a un trou dans le bouchon là pour faire une prise d'air. Alors est-ce que ce sont les émanations qui rendent le bocal graisseux? Je ne sais pas. Bon, voilà, toujours est-il que j'ai changé pour rien. Idem pour la pompe de direction assistée, hein, qui était un petit peu graisseuse. Voilà, pour être certain, je l'ai remplacée. Hein, bon, voilà, sans aucune amélioration non plus. Hein, je l'ai remplacé pour rien. J'en ai remis une de bonne qualité. J'ai plus la marque, mais voilà, ce n'est plus la première monte. Ensuite, j'avais toujours le bas carter qui était graisseux. En même temps, j'avais une fuite sur la jauge, parce qu'il y a un capteur là pour la jauge d'huile qui est sous le bas carter. Il fuit un petit peu. J'avais une erreur dessus à la valise. Lui, j'ai remplacé. Alors, c'est une pièce
qui peut vite coûter cher sur Autodoc. Moi, j'ai mis une Top Ran. Hein. Après, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de choix non plus. Je sais plus combien, 40 balles. Bah, ça corrigeait l'erreur qu'il y avait à la valise. Hein, et ça virait la fuite. Mais j'ai toujours le bas carter qui est graisseux. Donc, est-ce que ça viendrait pas carrément du joint du bas carter? Alors, si c'est le cas, pour changer le joint du bas carter, je crois qu'il faut descendre le berceau de la bagnole. Hein, c'est-à-dire la partie du châssis avant, là, qui est démontable. Donc bon... Hein, comme j'ai pas de gros appoints à faire non plus. Hein. Franchement, elle consomme un tout petit peu d'huile, mais voilà, je dois en mettre juste une fois entre deux vidanges. Hein. Donc bon, hein, je ferme les yeux et je laisse ça comme ça. Le problème ne s'aggrave pas. Pour conclure ce rapport de maintenance, je vais parler de l'entretien. Alors perso, moi j'achète tout en hypermarché. Hein, Carrefour, Leclerc, etc. Comme ce sont des grossistes, bah, ils auront des prix très avantageux sur l'huile, le liquide de refroidissement, le lave-glace, l'huile de boîte, même les batteries, hein, je les prends chez eux. Comme tout ça, c'est assez lourd. Bah, par Internet, on paiera souvent une blinde pour les frais de port. Petite astuce pour le lave-glace et pour ceux qui habitent en province, là. Alors bon, ce sera pour l'été, hein, pour ceux qui se mangent pas mal de moustiques. Plutôt que d'acheter des palettes de lave-glace à Carrefour, voilà, vous mettez ça. Ça se vend sur AliExpress, hein, ce sont des capsules effervescentes. Vous en mettez une, ça vous fera 4 litres de lave-glace. Comme ça, vous pourrez abuser du lave-glace sur vos petites routes. La vidange d'huile moteur, à faire une fois par an ou tous les 15 000. Alors moi, je mets de la Chez Helix 1040 semi-synthèse. Pour le peu que je roule, je pourrais mettre de la moins bonne qualité. Bon, on fait pas d'économie sur l'huile. Idem pour le filtre à huile, hein, qui sera à faire une fois tous les 2 ans. Prenez de la grande marque, hein. Moi je prends que du Pureflux, du Manfilter. Voilà, c'est pas pour le prix que ça coûte. Hein. Un filtre à huile, c'est même pas 10 balles. La vidange de boîte, alors là je vais en parler parce que BM la met sur les inspections. Franchement, une boîte manuelle, l'huile, elle fait la vie du véhicule. Pour le pont arrière, c'est quasiment pareil. Allez, si vraiment vous voulez faire du zèle, vous la faites une fois tous les 100 000, ça ira bien. Moi, j'ai regardé sur les carrières d'entretien, ouais, ils les ont fait soi-disant pendant les inspections. Moi, depuis que j'ai eu la bagnole, je l'ai fait une fois quand j'ai fait l'embrayage. Bon, bien sûr, si la boîte et le pont suintent un petit peu, on fera le niveau, hein. On ouvrira la vis de niveau. Alors par contre, il faudra une seringue pour en remettre. Moi, ça suinte pas trop. Quand j'avais refait les appoints, il manquait 2 gouttes. Bon, après, il faudra pas confondre avec les boîtes automatiques. Effectivement, là, les boîtes automatiques, il y a un entretien strict à suivre. Il y a une procédure, il y a des filtres à remplacer, je crois. L'huile, ça a rien à voir. Mais à ne pas confondre. Le plus amusant, c'est que sur certains de ces modèles, BM donnait des huiles de boîte automatique à vie. Et il y a trop de mecs qui ont flingué des boîtes à cause de ça. Donc, bon, voilà, bien distinguer la différence entre une boîte manuelle et une boîte automatique. Le filtre à air et les filtres d'habitacle. Alors les filtres d'habitacle, pour cette vidéo, ouais, je les ai démontés, j'ai regardé. En fait, je les ai changés qu'une fois depuis que j'ai eu le véhicule. Alors effectivement, là, ils sont un petit peu crades. Hein. Bon, je les remplacerai le prochain coup. Bon, ça, on les changera quand ils seront sales. Hein. Il n'y a pas vraiment de période à respecter. Idem pour le filtre à air. Je crois le filtre à air, j'ai dû le changer, 2 fois. Hein. Bon, à chaque entretien, bien sûr, on le démontera, on regardera ce qu'il y a rien dedans. Bon, généralement, voilà, il se salit un petit peu, hein. On souffle un coup dedans, ça ira bien. Alors souvent, ce sont les petits jeunes, hein, quand on était jeunes, hein, on sera tenté par foutre un filtre à air sport, hein, un KN, c'est au cul du débitmètre. Ça, franchement, mauvaise idée. Le seul truc que ça va faire, c'est que le truc, il va ramasser l'air chaud. Hein. Au pire, voilà, si on a envie de se faire plaisir à mettre un truc sport, j'ai vu, ils vendent des green filters, là. Green filters, ils font des filtres qui se mettent en lieu et place de celui d'origine. Hein. Parce que quand même, la conception de cette bagnole est bien faite, quoi. Le circuit d'admission, il va aller ramasser de l'air frais dans le pare-choc. Hein, donc voilà, très mauvaise idée de foutre un cône au cul du débitmètre. Pendant qu'on est dans les filtres, le filtre à essence. Alors le filtre à essence, il a été fait 2 fois dans la vie de cette bagnole. Moi, je l'avais refait un coup quand j'ai changé la pompe. Alors le filtre à essence, c'est une espèce de cartouche. Il se situe où ? Il se situe sous la bagnole, hein, du côté conducteur. Si ma mémoire est bonne, il faudra démonter une plaque en dessous. Hein. Bon, je mettrai une incruste. Alors ça vaut pas cher, franchement. Voilà, vous le faites une fois tous les 100 000, ça ira bien, quoi.
Le remplacement du liquide de frein et du liquide de refroidissement, pourquoi je les mets côte à côte? Parce que dans les inspections, BM préconise de les remplacer tous les 2 ans. Le liquide de frein tous les 2 ans. Moi, perso, pour le peu que je roule, je suis en milieu urbain, je fais moins de 10 000 km par an. Franchement, vous mettez de la bonne qualité, ça va pas vous pourrir le circuit. Allez, tous les 5 ans, ça ira bien. Le liquide de refroidissement idem. Si vous mettez de la bonne cam, tous les 5 ans, ça ira bien aussi. Juste, voilà, faudra surveiller le niveau. Moi, à chaque fois, quand je fais la pointe, je le mets au max, et à chaque fois, il redescend au ras des pâquerettes, mais après, il bouge plus. Donc maintenant, je laisse comme ça. Si ça vous arrive, surveillez, mais c'est normal. Le seul truc que je préconise, moi, ce que je fais, c'est je fais une petite purge de refroidissement tous les ans pendant l'entretien. C'est-à-dire que t'as pas de pression, tout va bien. Quand même, une fois par an, quand le moteur est chaud, on ouvre la vis, on accélère un coup, on attend que ça dégueule en continu et on referme. Comme ça, s'il y avait un petit peu d'air dans le circuit, s'il y avait une petite bulle, ça empêche de développer un tampon d'air là qui va vous foutre le bordel avec toutes les conséquences que ça a derrière. Ce qui pourrait être judicieux, une fois tous les 3 ans. En fait, c'est déjà on vérifiera l'état de la courroie, qu'elle soit pas craquelée. Bon, il y a la mienne, elle est nickel, j'ai changé il y a quelques années, mais elle est récente. En fait, ce sera de virer la courroie. Donc on prend une clé Allen, là, on enlève le cache du tendeur automatique, on appuie dessus pour enlever la courroie et on vérifiera les jeux des poulies. Comme ça permettra de vérifier si la pompe à eau a pas de jeu, la pompe de direction assistée. Une fois tous les 3 ans, ce sera recommandé. Comme ça, ça préviendra une mauvaise surprise. Nous voici arrivés au bout de ce rapport d'entretien des 10 ans. Donc si on fait le bilan, j'en aurais eu à peu près pour 3 000 € de pièces, avec toutes les erreurs de référencement et les quelques économies que j'ai essayé de faire et qui m'ont coûté très cher. Ça reste raisonnable pour un véhicule de cette catégorie. Pour rappel, c'est pas une voiture de collection. Ça aurait été ridicule de mettre que de la pièce d'origine. Moi, si je me fais rentrer dedans et qu'on me la plie en deux, on me donnera pas plus de 4 000 €. Je sais pas encore combien de temps elle me le fera. Le plus longtemps possible, je l'espère. Donc, si on y regarde, j'ai changé que des pièces périphériques. C'est quoi? C'est du train avant, c'est de la pièce courante. J'ai pas parlé d'une boîte qui a dégagé, d'une distribution qui a fait sa lettre d'adieu. Parce que ça, c'est des trucs qui peuvent faire exploser des factures, voire coûter le prix d'une bagnole. Là, on est vraiment sur des prix serrés. Donc, Autodoc qui aurait été mon plus grand partenaire. À part le coup qu'ils m'ont fait pour le radiateur, aucun souci avec eux. Il n'y a jamais une erreur dans les commandes. Par contre, les paquets mettent un peu de temps à arriver. On commandera des pièces chez eux, qu'on sera pas trop pressé. Donc, j'espère que cette vidéo aura aidé certains débrouillards qui ont décidé de se retrousser les manches et de prendre l'entretien de leur E39 eux-mêmes. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, mettez un commentaire si vous avez des marques d'accessoiristes à recommander, ou alors pour nous parler des déboires que vous avez eus avec vos belles. Donc cette vidéo sera certainement une des dernières sur ma chaîne à propos de cette caisse. Là, j'estime avoir fait le boulot, avoir fait à peu près le tour. Allez, bye. C'est parti pour la deuxième mi-temps. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Le putain de contacteur de feu stop de 523i E39 phase 1. Ok. Là, pour récapituler, j'ai acheté un neuf sur eBay, 80 €. Je l'avais acheté il y a 2 ans. Là, je viens de regarder les prix. Il est plus à 80 €, il est passé à 120 €. Ce truc en plastique de merde. Et non, c'est le vrai, c'est les BM, c'est la pièce d'origine. Et il déconne. Ça, on va le savoir. Une deuxième mi-temps, là, j'en ai pécho sur Ovoco. Ça, c'est un d'occasion. Combien? 15 €. 15 €. Voilà. Là, on peut en avoir le cœur net pour pas cher. Donc, alors regardez ça immédiatement. Voilà, le moment de vérité est arrivé. Là, en fait, j'ai juste branché le nouveau contacteur de feu stop. Donc, les feux sont allumés. Voilà, en fait, il ne s'éteint que quand il est enfoncé. Là, on peut voir que si j'appuie dessus, les feux s'éteignent. Il fonctionne bel et bien.
mais j'ai toujours cette putain d'ampoule allumée. Donc ce n'était pas lui. Bon, là au moins, j'ai une certitude. Les certitudes en mécanique, ça vaut des millions.